Durant cette période, c'était tellement difficile pour lui. Et même lui, quand il nous raconte cette histoire-là, c'est tellement poignant. Il a dit, c'est ça en fait, c'est qu'il ne veut pas que ça nous arrive à nous. D'arriver à un point où, quand tu vois ton proche vraiment dans la difficulté, il était seul avec maman à la maison quand maman était en train d'accoucher. Et il n'avait même pas, ne serait-ce que 500 pour acheter les médicaments. Et personne ne voulait l'aider. Il est resté toute la journée, littéralement, maman était en douleur à la maison. Il était resté toute la journée à quémander par-ci par-là. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de la plateforme Morale, des mots et des râles. La plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui également propose des solutions. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Morale by Rahma, Instagram, mo-ral. Quelqu'un disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Nous vivons beaucoup de choses dans nos vies respectives, des choses qui se ressemblent beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de vous à travers le parcours de mon invité, de ses expériences, de ses idées et de ses leçons profondes qui émaillent son récit. Notre invitée aujourd'hui est une femme de lettres, entrepreneur et auteure. Elle est née dans la paisible ville de la Tandjil à Laï, située à l'est du Tchad. Son parcours juvénile oscilla entre deux modes de vie, entre le rural et l'urbain, une dualité qu'elle affectionne en la décrivant comme une existence à la fois villageoise et citadine. Les voyages fréquents de ses parents à travers l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, ont teinté son enfance, créant une toile de fond mouvante. Enfant de cette dualité, a vécu une jeunesse émotionnellement chargée, ponctuée de découvertes et riche apprentissage. Elle a grandi dans la charmante ville de Moundou, où chaque journée était une fusion de rêverie enfantine et d'apprentissage, aux côtés de ses parents qui l'ont accompagnée dans son épanouissement. Son enfance, imprégnée de ses expériences, a été le terreau fertile où elle a commencé à chercher sa voie et à donner un sens à sa vie. En 2023, elle a écrit un tout nouveau chapitre de sa vie, avec la publication de son premier ouvrage, Vivre une vie sur mesure. À travers ces pages, elle partage des fragments de son enfance, dévoilant la subtilité de son voyage vers la guérison de son enfant intérieur. Les thèmes abordés incitent à la réflexion profonde sur nos choix de vie, nous encouragent à cesser de les subir et à reprendre le pouvoir sur notre destin. Préparez-vous à vivre une vie sur mesure avec Rauda Seydi. Bonsoir chère Rauda, c'est un plaisir, je suis très ravie de te recevoir dans mes mots émeraudes. Bonsoir, vraiment ravie d'être là aujourd'hui, à partager ce moment avec toi. Vraiment, merci. Alors Rauda, si tu avais aujourd'hui devant toi Rauda Seydi, quelle question lui aurais-tu posée? La petite version à moi, je leur ai posé la question de savoir si elle aimait la vie qu'elle vivait. Je vais alors te poser cette même question. Oui, à la version de Rauda d'aujourd'hui, absolument, oui. J'aime la vie que je vis, car c'est une vie sur mesure, comme mon livre l'aurait dit en fait. Une vie sur mesure. Oui, exactement. Chaque choix, vraiment, j'ai pu faire en sorte qu'elle puisse refléter la vie que je voulais mener. Donc, clairement, oui. Ce qui est très important pour pouvoir vivre une vie épanouie. Exactement, exactement. Et ça fait combien de temps que tu es au Sénégal? Bientôt 10 ans. 10 ans. Mine de rien, oui. Ça fait bientôt 10 ans. Je suis venue ici en 2012. Ensuite, je suis repartie au Mali pour une année et je suis revenue par la suite en début 2014. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis restée au Sénégal. Je fais des va-et-vient même. Je suis plus installée ici au Sénégal. C'est parfait. Qu'est-ce qui te plaît ici au Sénégal? Le Sénégal, c'est un pays où tu ne sens pas que tu es à l'étranger. Voilà. Du coup, peut-être aussi c'est justifié par le fait que j'ai passé beaucoup d'années ici. Mais
c'est comme ma deuxième maison, en fait, là où je me retrouve. Et la population, tout le monde est assez ouvert. On rencontre vraiment une diversité de personnes. Vraiment, c'est comme si c'est une sorte de carrefour où tout le monde se retrouve, en fait. Absolument. Et tu te sens à la maison. Absolument. Voilà. Et comme on dit, c'est le pays de la teranga. C'est le pays de la teranga. Mais est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux cultures, au Tchad et au Sénégal? Oui, clairement. On peut retrouver des similitudes au niveau, par exemple, culturel. Ces sentiments d'appartenance culturelle qui se ressent ici au Sénégal, c'est pratiquement la même chose au Tchad aussi. Quand tu pars, tu vas vraiment ressentir très fortement la culture en fait présente, que ce soit dans les familles, que ce soit avec les gens, la façon dont les gens s'accueillent entre eux mutuellement, l'importance qu'on a par rapport à une vie de famille, tout ça, ça c'est la même chose. Maintenant, sur d'autres points, peut-être que ça va un peu diverger, mais sur les points principaux comme ça, on va dire que c'est... Tu vas te retrouver, quoi. Absolument. Alors, tu publies ton premier ouvrage, Vivre une vie sur mesure. Alors, tu débutes par une histoire, la tienne. Tu dis, un jour, j'ai réalisé qu'il était essentiel de revenir à la petite moi, de l'écouter, de la consoler et de la guérir pour comprendre les choses autrement. Pourrais-tu revenir justement sur cette enfance, nous expliquer un peu, avant de nous édifier sur le déclic? Exactement. Du coup, mon enfance, comme je l'expliquais, c'était vraiment au Tchad. Et il faut comprendre par rapport à la réalité de ma famille, c'est je suis née dans une famille où le papa, il était le seul à sortir en quelque sorte de l'extrême pauvreté, en fait. Du coup, mon père, lui, il a eu on va dire une chance. Hein. Je ne crois pas vraiment que la chance existe, mais on va dire que c'est vraiment la chance qu'il a eue de pouvoir avoir une bourse qui va l'amener à étudier en Tunisie. Donc très tôt, il va poursuivre les études en tant que médecin et tout ça, il va devenir nutritionniste, il revient au Tchad. Et du coup, c'est le premier dans dans notre famille, à pouvoir travailler et à pouvoir souffrir un certain type de vie. Et même depuis le début, c'était pas si facile pour lui. Et du coup, il a dû travailler sur des petits travaux par-ci, par-là. Donc la famille a quitté littéralement le village, là où vraiment c'était une situation précaire, où c'était difficile financièrement, où il faut parfois, il n'y avait pas de quoi se nourrir, il n'y avait rien. En fait, c'est vraiment la situation du village, quoi. Et on a migré petit à petit vers la ville, donc on est parti à Laï, c'est là où je suis née. Ensuite, on est reparti à Moundou, où on a passé un bon bout de temps avant d'avoir été affecté à N'Djamena, puis au Niger, et faire tout le tour avec son travail. Et du coup, pour nous les enfants, comme on a vécu un peu l'ambiance du village dans nos premiers jours, et ensuite on a vécu tout ça comme élévation de mon papa avec son travail, ça nous a permis quand même de pouvoir voir les deux mondes directement, parce qu'avec son travail, quand ça commençait à vraiment marcher, justement on avait eu des opportunités et des privilèges des enfants de riches en quelque sorte. On était dans les meilleures écoles, nous en tout cas j'ai fait un programme anglophone en entier qui était payé quand même très cher. J'avais les privilèges d'avoir un chauffeur qui venait me chercher, me ramener à la maison. Notre maison était très bien située. Et puis imagine pour des enfants qui viennent du village en fait, qui vivent ça, c'est vraiment genre waouh, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ouais, quand même, je veux dire que c'est dans ça que j'ai grandi. Donc j'ai reçu quand même des valeurs d'une fille qui va quelque part retenir d'où est-ce que je viens, d'où est-ce que je viens, il faut que tu te rappelles de ça. Et d'une autre personne quand te dit tout est possible parce que ton père l'a fait en fait pour vous. Et du coup, c'est pareil, vous pouvez le faire. La vie, elle est finie. Il faut juste savoir définir qu'est-ce que je veux concrètement de la vie et aller à la poursuite de cette vie-là. Donc, ouais, c'est exactement ça. Je vais dire un peu mon background et de ce que je viens. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette enfance? Et comme tu l'as si bien dit, le papa reste notre premier exemple. Et c'est notre premier modèle, ce qui t'a permis aujourd'hui de croire en toi. Exactement. En tout cas, ça fait partie de ce qui t'a boosté aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est aujourd'hui, parfois, quand je rentre au Tchad pendant les vacances et que je vois les enfants avec lesquels on a grandi et les parents avec lesquels on a été dans les mêmes cours et tout, et qu'on ne vit pas sur les mêmes réalités en quelque sorte. Ça me touche un peu en me disant qu'en fait, tout est une question de choix. Et mon père, très tôt, il nous mettait énormément de pression. Au début, on le pensait comme ça, en nous disant qu'on doit absolument faire pour sortir notre famille de la pauvreté, on doit passer d'une étape A à l'étape B. Et il était tout le temps en train de vraiment nous pousser à ne pas s'amuser avec l'école, à ne pas ceci, parce qu'il se disait que c'est ça la porte de sortie pour notre famille.
Et nous, enfants, on ne pouvait pas comprendre notre papa quand il agissait comme ça. On se disait, mais lui, il est trop strict, il est ceci, et c'est là. Mais quand on grandit, on s'est dit, clairement, il avait une vision pour sa famille. Et c'est normal qu'il puisse être en train de nous orienter vers cette vision-là. Parce qu'au début, on ne pouvait pas comprendre. Et s'il nous laissait aller, peut-être qu'on n'allait pas vraiment quitter de là où on était et être là où on est aujourd'hui. Absolument. Et grâce à lui, je vais dire, vraiment tous mes frères et moi, y compris, on a eu quand même à vivre une belle enfance. Et quand on a grandi, on a également l'opportunité de pouvoir faire les meilleures écoles, d'étudier à l'étranger, nous tous en fait. Et donc, on est plus épanouis, on est plus libre. Parce que quelque part aussi, certaines personnes, ils vont dire que non, on n'a pas le pouvoir de changer notre famille, c'est comme ça. Mais en réalité, mon père, il m'a prouvé que c'est pas vrai en fait. Tu peux naître dans le fond du village parce que c'est son cas et devenir quelqu'un si tu le veux. Bien sûr, bien sûr. Alors, Rauda, on t'appelait aussi Birmil. Donc, en raison de ta silhouette un peu ronde. Exactement. Et qu'est-ce que déjà ça veut dire cela? Qu'est-ce que ça signifie Birmil? Alors, birmil, en fait, en notre langue, vous saviez, les tonneaux où on mettait les essences et tout ça. Du coup, je me rappelle très bien de ça comme scène. Là où on était à l'Aï, justement, ma mère, j'ai rampé, en fait. Donc, du coup, quand je sortais sur la route, ma mère, elle va entendre birmil, elle sait que je suis dehors, en fait. Parce que tous les enfants du quartier, ils m'appellent comme ça. Et ce sont des petits mots, en fait, qu'on m'a attribués et que quand je grandissais, justement, je les ai appropriés comme ce sont mes mots à moi, en fait. Et mon identité, en tant que bébé, en grandissant, à la maison, on m'appelait comme ça, les amis du quartier m'appelaient comme ça. Et du coup, c'était devenu mon identité. Et puis, je me définissais par ces mots-là. Bon, c'est pas que ça comme mot, mais c'était un des mots, en fait, qui ont fait en sorte que, très tôt, j'ai commencé à me dire, en fait, qui est Rauda, en fait, au finish. Parce que j'ai reçu des surnoms. Juste parce que j'étais un peu différente des autres enfants, j'ai reçu des surnoms, on m'a étiqueté, c'est pas seulement Birmil, j'ai cité d'autres mots, il y a poupette, la grosse, enfin plein de mots comme ça, et ça m'a suivi après jusqu'à quand je suis arrivée au collège, au lycée, ça m'a toujours suivi ces mots-là. Et moi, je les acceptais dans ma réalité, pourquoi? Parce que je me disais que je méritais ça. C'est comme ça en fait. Donc, tu étais sujette à du body shaming. Exact. Ça a vraiment été un gros truc chez moi. Et je pense que dans mon livre aussi, je l'ai beaucoup expliqué. Il y avait des périodes dans ma vie où je me suis détestée littéralement. C'est un gros mot à dire, mais c'est ça. Je me suis détestée littéralement parce que je n'avais pas compris en fait que, comme je l'ai expliqué, mon identité, ce n'est pas mon corps en fait. Je suis plus que ça en fait. Je suis un être créé par Dieu et qui vit sur la terre et qui a beaucoup plus de valeur, qui a une vision, qui a beaucoup de choses. Peut-être que c'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. C'est pas ces mots-là qui me définissent. Et du coup, je voudrais raconter l'histoire différemment aux gens en les disant que, en fait, chacun est libre d'être qui il est. Réapproprie de ton histoire, en fait. Ce n'est pas parce qu'une personne a défini, c'est sa perception. Il n'y a pas de souci. Chacun est libre d'avoir une perception. Et moi, je ne veux pas aussi, par exemple, si une personne a une perception, de venir dire que c'est ça la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est ce que tu penses que c'est la réalité. Et si pour toi, dans ta réalité, si une personne est en forme, ça signifie que la personne, elle est paresseuse, elle n'est pas intelligente, c'est ta réalité. C'est OK. Mais ne viens pas l'imposer sur la vie de l'autre. C'est un peu ça aussi le parcours que je raconte aux filles qui peut-être qui se sont fait... c'est pas seulement le fait de pouvoir se faire body shame ou quoi, mais peut-être harceler à l'université, harceler à l'école, harceler par leur famille, qui ont vécu des histoires traumatisantes dans leur vie. Il faut savoir que ça ne te définit pas. Ces choses-là, tu les as vécues, oui, mais il faut arriver à un point où tu te dis, je me détache de ça en fait. Absolument. Ce n'est pas moi en fait. Et donc, comment es-tu parvenue à te détacher de ces mots? Il faut comprendre que ça s'est passé très très récemment, au moment où je commençais à vraiment réfléchir à écrire le livre. D'ailleurs, même ce qui m'a motivée à écrire le livre au finish. Donc, j'étais rentrée au Tchad pendant une période où je devrais lancer mes entreprises là-bas. Et du coup, je suis rentrée, effectivement, j'ai lancé mes entreprises et tout ça, mais l'État c'était un peu compliqué au niveau de l'État. Parce qu'actuellement, on est en pleine période de transition. Donc, beaucoup de choses étaient en stand-by et tout. Et du coup, tout ce qui est comme affaires aussi également dans un pays que... Bon, le Tchad, c'est mon pays, mais je ne maîtrise pas tellement. Je n'ai pas tellement grandi là-bas. Du coup, la réalité, c'est différent. Le comportement d'achat des consommateurs, c'est différent, etc. Et donc, je me suis dit, tu as pris toutes tes économies, tu es venu plaquer ici, tu as ouvert tes entreprises, et voilà, là, ça bloque. Et je ne comprends pas comment les gens...
tout ça. Et donc, cette période-là m'a quand même poussée dans une période d'introspection énorme. Donc, j'ai commencé à beaucoup lire, en fait, pour m'échapper un peu de tout ça. Je voulais chercher à avoir des réponses sur pourquoi est-ce que c'est si difficile de pouvoir vivre, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'épanouir en tant que jeune femme. En fait, pour moi, dans ma tête, j'étais dans un autre monde, en fait. Je me disais que j'étais victime de la vie, en fait. C'est ça. Tout le temps, je me réveillais, je dis, la situation politique au pays, ça ne va pas. Oh, mes parents, ça ne va pas. Oh, si. Le travail. Donc, du coup, je me mettais vraiment dans la position de victime de la vie. Et du coup, en commençant à lire, je suis tombée sur les écrits de Louise Hay, qui, c'est comme si ça m'a fait une révélation, en fait. Je me suis dit, mais attends. C'est toi qui es en train de créer tout ce que tu es en train de vivre. C'est une perception que tu as de la situation. Ce n'est pas la vérité. Et oui, effectivement, si le chat, ça ne passe pas, plan B. Et passe à l'action sur le plan B. Au lieu de te morfondre, qui va venir te sauver, en fait. Et c'est ça. Un jour, j'ai écrit ça dans un de mes cahiers. J'ai écrit en attente d'être sauvée. Mais beaucoup de personnes sont comme ça. On est dans une situation où on s'est dit que tant que quelqu'un ne vient pas me sauver, je ne peux rien faire. Et c'est partout. Peut-être que tu n'as pas un travail, tu vas te dire, c'est la situation politique de mon pays, l'État ne met pas les trucs en place. S'il n'y a pas ça, justement, commence à vendre du bissap. Tout à fait. C'est la seule porte, pourquoi pas. Ou même vendre de l'eau. Il y a des gens qui ont vendu de l'eau qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui. Vends l'eau. Et après aussi, là, quand je suis revenue ici, j'ai fait l'expérience et j'ai commencé à vendre des beignets sur la route. En revenant ici, oui. Et du coup, j'ai partagé ça avec ma communauté sur Instagram pendant au moins 3 mois. J'ai lancé une entreprise allant de... C'était 50 000 francs. C'était en quelle année? C'était en début de 2023. Ok. Du coup, j'ai lancé une entreprise, ça s'appelle Cœur Pouf Pouf. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pris 50 000 que j'ai montré à mes abonnés. J'ai dit, voilà 50 000, en fait, je vais vous montrer qu'en fait, la réalité, c'est nous qui la créons, en fait. Et du coup, je suis partie au marché avec 50 000, j'ai acheté ce qu'il faut acheter. Et quand je réfléchissais, ce qui est possible à faire avec 50 000, c'est vendre des beignets ou vendre du jus. Mais le jus, c'est quelque chose que tout le monde fait. Je me suis dit, bon, pour innover, on va faire des beignets Pouf Pouf. C'est les beignets ronds là. Et puis maintenant, je vais innover en mettant du chocolat, des prickles sur ça et puis des petites choses comme ça, rendre ça spécial. Tout à fait. Et le moment où j'ai lancé l'entreprise, le premier mois, je me suis rappelée, j'ai fini avec un chiffre d'affaires de 150 000 francs. Le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, je suis montée entre 300 400 000 par là. Et là, il s'avère que je commençais à livrer en ligne. J'avais pris 2 filles qui travaillaient avec moi à la maison. Et je vendais aussi dans 2 écoles par là. Du coup, après, je me suis dit, en fait, c'est bête. Les gens qui disent, j'ai pas un travail, et puis qui partent pleurnicher. Parfois même, ils font des crises de maladies et tout, parce qu'ils pensent que, ils sont victimes, en fait. Et ça m'a prouvé qu'en fait, je peux designer ma vie sur mesure. En fait, tout ce que je veux, il suffit juste que je puisse visualiser ça. Et même s'il n'y a pas la porte, il faut que je cherche maintenant un plan pour y arriver. Et ce plan-là, ça peut être subjectif. Les gens, ils pensent, quand je me suis mise à vendre les beignets sur la route, mes abonnés, ils m'ont écrit pour me dire, ça demande tellement de courage de faire ce que tu es en train de faire, Rauda, parce que faut savoir qu'une personne a un master, tu es en train de poursuivre un parcours de doctorat et tout, et que tu te permets de vendre sur la route et tout. Je vendais, après je partais au travail dans un bureau et je montrais aux gens vraiment ma réalité derrière ça pour dire que tout est dans la tête, en fait. Et dans mon quartier, il y avait des mamans qui sont venues me dire vraiment félicitations pour ce que tu fais, tu nous ouvres les yeux par rapport à ça. Et par rapport à mon service, j'ai innové surtout les packaging que j'ai livrés avec et tout ça. Je montrais aux gens que c'est possible de faire, en fait. Et de là, après, j'ai trouvé un autre entrepreneur qui a voulu reprendre le business, dont je lui ai transféré le business avec sa maman. Jusqu'à aujourd'hui, le business fonctionne avec, voilà, épanoui sur ça, elle travaille sur ça. Et donc, pendant cette période-là, ça m'a permis de prendre conscience que, en fait, je peux créer ma vie comme si j'écrivais une histoire, en fait, dans un livre. Tout à fait. Chaque page, ça va pas être facile sur chaque page. Il y a des challenges, tout ça, mais ma perception de ces challenges a complètement changé. Je me dis que les difficultés, c'est juste qu'une étape, en fait. Il faut juste les dépasser et puis tu vois. Et si ça bloque ici, il n'y a pas de souci. Au chat, j'ai fermé mon business. J'ai perdu énormément d'argent en fermant ce business-là, mais après, c'est quoi? Il n'y a pas de souci. C'est qu'une expérience. Après, je peux vivre plein d'autres expériences similaires. Mais si une autre personne va se dire, j'étais au Sénégal, j'ai fermé là-bas, je suis revenue ici, j'ai ouvert des entreprises, encore je ferme, et puis je stagne, et puis je tourne, et puis je... Tout à fait. Il faut savoir transformer ces difficultés en opportunités. Exactement. C'est le plus important. Félicitations vraiment pour ce parcours magnifique. Merci. Tu as osé. Et ce n'est pas facile d'entreprendre, mais quand même, tu as pris cette décision-là. Donc, c'est
très encourageant et motivant Merci. pour tous les jeunes qui nous suivent. Mais on va revenir un peu à ton livre, parce que tu as abordé également un sujet très important, Exactement. qui est le pouvoir de la langue. On parlait tout de suite un peu de body shaming, de birmil, de poupette, etc. Donc, selon toi, quel est le pouvoir des mots et comment peuvent-ils impacter nos vies? Ok. Alors, par rapport à ce chapitre sur le pouvoir de la langue, ce qui m'a inspirée à écrire, c'était une observation. J'étais rentrée aller visiter des tantes, en fait, dans notre ville. Et du coup, en m'asseyant, en fait, j'entendais une des mamans en train de dire à son enfant, excusez-moi le terme, imbécile, fais ceci, ceci, là. Et c'était tellement courant, en fait. Et du coup, moi, dans mon cœur, ces mots-là, elle l'a dit à l'enfant, mais c'est comme ça m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce que les gens ne sont pas sensibles à des termes comme ça sur un enfant, en fait? Et moi, j'ai pu remonter dans mes souvenirs pour vivre un peu les mêmes épisodes que cet enfant-là. Et je me suis dit, en fait, quand j'étais enfant, il y avait des personnes qui venaient à la maison, qui, dès qu'ils arrivaient, ils disent « Ah, mais toi, t'as pris tellement du poids, et qu'est-ce que tu manges? Et ta soeur, elle est mince comme ça, et tout ça. » Et ça nous a tellement suivis quand on a grandi. Et également, dans la vie de tous les jours, à l'université, à l'école, partout. Hein. Vraiment, on avait des personnes qui avaient des paroles très faciles. Et ces paroles-là, ils savent pas pour eux, ils le disent sur le coup. Parfois, ils vont dire que, bof, je le dis juste comme ça parce que c'est en blaguant et tout. Mais pour l'autre, ça peut être une blessure énorme. Il ne mesure pas en fait, l'impact. il ne mesure pas l'impact. Ça peut définir carrément la personne dans sa réalité. Et l'autre chose, c'est une personne envers elle-même, en fait, avec ses paroles. On est là, on va dire, ouais, je ne vaux rien, moi, je peux jamais le faire. Mais si tu nous dis déjà que tu ne peux jamais le faire, tu ne peux pas le faire. Parce que tu mets tout de ton côté pour te prouver que tu ne peux pas le faire. Le pouvoir de la pensée également. Oui, également. Donc, tu vois, tu commences à te dire que non, moi, je tire que les choses négatives dans ma vie, tout va mal. Et parfois, il y a des personnes, tu les rencontres, ils vont dire bonjour, bonsoir. Et dès qu'ils finissent de dire bonjour, bonsoir, tu sais, ma vie, je souffre, je suis malade. Je dis, mais à quoi ça sert? Ça édifie qui que tu racontes ça, en fait? Le minimum, soyez reconnaissant. Ça, c'est quelque chose qui est dans tous les textes sacrés. On nous dit, soyez reconnaissant, sois reconnaissant d'où tu viens. Parce que tout le monde ne te raconte pas, en réalité, toute sa vie. C'est ce que les gens, ils oublient. Parce qu'ils partent sur les réseaux sociaux, ils vont voir quelqu'un vivre sa best life, ou bien une personne en train de voyager et faire plein de choses, et automatiquement, ils vont se dire, ah, moi, je suis le dernier de tout ça, je ne vis pas comme ça, alors que eux, en bas, tu ne sais pas ce qui se passe. Et il faut prendre ta vie comme une expérience. Vis ces expériences-là, en fait. Quand tu n'as pas à manger, c'est une opportunité de jeûner, jeûne, et remercie Dieu qu'aujourd'hui, tu avais eu à manger pendant combien de jours, mais qu'aujourd'hui, il te donne l'opportunité de jeûner. Bel état d'esprit. Tu vois, ça change la chose. Et au lieu d'être là en train de pleurnicher pour dire, ah, j'ai pas à manger, tu es dans la reconnaissance envers Dieu du fait que tu as la vie et qu'il t'a donné tellement à manger et qu'aujourd'hui, tu as de quoi, le temps de pouvoir réfléchir sur ça et gêner. Tu vois? Et c'est beaucoup de fois comme ça, des mots que les gens utilisent à tort et à travers. Tu vas voir un rien, les gens ils insultent, les gens ils se maudissent même. Hein. Et puis les partenaires qui sont là, je ne vais plus jamais lui parler au nom de Dieu. Moi je dis, mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? C'est pas, je ne vais jamais lui pardonner au nom de Dieu. Tu comprends la portée de ce que tu es en train de dire? C'est lourd. Et c'est dommage, mais aujourd'hui on ne nous apprend pas ça. Non. Il faut que toi-même tu prennes le temps de réfléchir à comment est-ce que je suis en train de me maudire, comment je suis en train de me tuer littéralement et tuer mes enfants avec ce que j'utilise comme livre. Voilà. Mais justement, comment alors arriver à reprendre le pouvoir sur ses pensées? C'est simple. Déjà, c'est prendre conscience. Parce que tout va de notre inconscient. Ça, c'est quelque chose aussi. Il faut savoir que notre cerveau, il est constitué de deux parties. Une partie qui est consciente et une autre partie qui est inconsciente. La partie consciente que nous, on vit avec, qu'on fait avec les mathématiques, qu'on fait notre vie de tous les jours, c'est que 5%. Maintenant, la partie inconsciente, c'est 95%. Donc, 95% de ce que nous faisons sont dans notre partie inconsciente. On ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, l'objectif serait maintenant de pouvoir creuser et savoir d'où est-ce que ça vient, ces genres de discours-là. Du coup, et de réflexion. Oui, par exemple, si tu as tendance, 1-2 à jurer, 1-2 à médire, 1-2 à dire des choses qui sont des gros mots, bah, essaie d'aller à la source. Comprendre dans la partie inconsciente qu'est-ce qui a été à la base. Peut-être que c'est une blessure d'enfance que tu as vécue, c'est un traumatisme. Peut-être que c'est une crainte que tu as et que tu n'arrives pas à l'explorer. Retourne vers la source. Et c'est pour cela que c'est important d'être dans le calme, de ramener ton attention sur toi. Parce que beaucoup de gens n'ont plus ça. C'est devenu tellement une denrée rare, l'attention. De s'asseoir,
de fermer les yeux et de pouvoir imaginer qui nous sommes réellement sans se mentir et remonter. Et maintenant, si tu vois par exemple que tu as l'habitude d'insulter parce que tes parents ont fait ça, c'est une sorte de schéma répétitif. Maintenant, il faut creuser. Comment est-ce que je vais pouvoir aimer ces schémas répétitifs-là? Peut-être que je vais commencer à mettre sur mon téléphone des rappels tous les 2 heures qui vont me rappeler pense positif. Ne dis pas des gros mots. Je sais pas, il y a plein d'applications aujourd'hui qui partagent ce genre de choses. Donc, chaque 2 heures, parce au moins, ton cerveau... a pris conscience, en fait, exactement. De tout ça. Ton cerveau va commencer à se dire que, elle commence à faire attention. Et c'est comme ça qu'il va te remonter les souvenirs et te séparer maintenant de ce comportement-là. Et dès que tu te sépares de ça, tu n'arrêtes pas, tu continues, tu prends une autre situation, tu continues à travailler. Tout va de comment est-ce que tu vas diriger ton attention, quoi. Absolument. Et lorsque Rauda écrit, est-ce que c'est une manière pour toi de réparer ou de dissiper le chaos intérieur parfois qui t'habite, comme le dit Fatou Diom? Qu'est-ce qui te motive? Exactement. Quand j'ai commencé à écrire Une vie sur mesure et tout ce que j'écris jusqu'à présent, c'est vraiment comme vraiment donner la clé à l'autre aussi de se dire que c'est possible, en fait. Et c'est une sorte de thérapie pour moi, déjà. À la base, comme je l'ai expliqué, je n'avais pas prévu d'écrire le livre. J'ai commencé par des séances de méditation personnelle pour ma propre guérison. Je travaillais sur moi-même. Et à force de travailler, j'avais tellement de remontées, des souvenirs, des choses qui revenaient, que je me suis dit, forcément, il y a d'autres qui traversent ces mêmes situations-là et qui n'ont pas un canevas pour pouvoir ne serait-ce que prendre conscience. Parce que pour nous, parfois je parle d'enfant intérieur, il y a certaines personnes qui me disent c'est quoi l'enfant intérieur? Ils ne savent même pas que entre l'âge depuis la conception, dans le ventre de notre maman, on ressent déjà les émotions. Donc parfois on a des programmations qui remontent jusqu'à depuis notre conception. C'est que notre maman a vécu quand on est encore dans son ventre. Un enfant où sa maman a souffert avant qu'il ne vienne au monde va naître avec une certaine réticence. Et tu vas le voir, il est petit, mais il est tellement réticent, il est tellement apeuré. Je te dis, mais pourquoi l'enfant, il est comme ça? Et un enfant qui est né dans une famille où, quand il est dans le ventre de la maman, elle est épanouie, remplie de joie, de vie et d'amour. Il ressort, il ne pleure pas, il est tellement heureux, il est tellement calme et tout. Les enfants ne sont pas censés pleurer. Un enfant qui pleure toute la journée, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment heureux? Qu'est-ce qui remonte derrière ça? Et du coup, moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi, en fait. Je ne peux pas, surtout en Afrique, ici, où on a tellement de ça, dans les familles. Je me suis dit, ça, c'est une clé que je dois passer. Ouais, exactement. Rocambolesque, comme tu l'as dit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, aujourd'hui, quel mot te définit réellement? L'acceptation. Parce que pour moi, le mot acceptation a un gros pouvoir, en fait. Dès le moment où tu vois une situation, en fait, on n'est pas juste là pour admirer notre zone de lumière. La lumière, c'est quand tout est bien dans ta vie. Quand tu te dis que, ouais, franchement, j'ai vu la meilleure vie. Il y a aussi l'ombre. Il faut aussi être en mesure d'accepter cette zone d'ombre en toi. Il faut voir tes défauts. Il faut voir là où tu as des difficultés et te dire que c'est moi. Et accepter ça. Et moi, depuis l'année passée, j'ai vraiment pris l'engagement que c'est terminé, en fait. Et plus personne ne définit mon histoire, plus personne ne dit ce que je dois faire, comment je dois faire. Et j'ai défini ma propre réalité. Une réelle force intérieure pour en arriver là. Exactement. En fait. Mais quand je t'écoute, Rauda, j'ai l'impression que tu as vécu une expérience douloureuse. Est-ce que tu pourrais nous en parler, si possible? Une expérience douloureuse. Moi, je ne vais pas vraiment rentrer dans les expériences très lointaines, mais je vais rester dans le contexte de Une vie sur mesure et ce que j'ai raconté à l'intérieur. C'est que pendant 19 ans de ma vie, en fait, j'ai subi quelque sorte de harcèlement, en fait. Des enfants de mon âge, des personnes qui sont très proches de moi, qui vont tout le temps me mettre la pression. Oui, il faut maigrir, il faut grossir. Et quand je maigrissais beaucoup, oui, mais qu'est-ce que c'est pas si tu es malade, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, moi, j'ai commencé à agir dans du people pleasing. Et j'étais tellement amenée à courir derrière ce que les gens ils vont penser ou dire, en fait. Et sur tous les domaines. C'est pas arrêté que sur mon poids. Ça va sur
mes choix universitaires parce que ça, comme je l'ai expliqué, j'ai repris l'université, la licence pendant 2 ans. J'ai repris la même classe pendant 2 ans. Ça, c'est une histoire que j'avais racontée aussi à un moment donné. Et c'est beaucoup plus en fait. Mes choix, tout ce que même mes choix de carrière au début, c'était pas vraiment ce que moi je voulais, mais pas le people pleasing et plein d'autres choses. Et finalement, je me suis dit en fait, 19 années à porter ça, c'est une charge émotionnelle trop à supporter en fait. Et pendant 19 années, je suis dans une sorte de roller coaster où tantôt je vais bien, tantôt je ne vais pas bien. Et je me dis toujours que j'étais pas bien, j'étais pas la meilleure, j'étais pas aimée, j'étais pas appréciée. Fallait que je puisse ressembler à ça, fallait que je puisse, pour mes parents, il faut que je réussisse, pour mes amis, il faut que je fasse ici, pour mes tantes et maisons, il faut que je maigrisse. Donc chacun a une définition de qui je devrais être et qui je suis réellement, personne s'en occupe. Et je me suis dit, attends, stop. C'est ma vie en fait. Laissez-moi définir mes termes. Et vous respectez mes termes, pourquoi pas. Tout à fait. Et ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ces termes, c'est leur expérience de la vie. Mais également derrière, je le dis très souvent, derrière chaque cause qu'on a l'habitude de défendre, se cache le plus souvent un vécu. C'est ça. Exactement ça. Se cache un vécu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui donne sens réellement à ce que tu fais? Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi aujourd'hui? Quel est ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est de pouvoir amener les gens à réaliser en fait qu'ils ne sont pas victimes de la vie. Comme j'ai tendance à dire, c'est une citation que j'aime beaucoup et que j'affectionne énormément, c'est que personne n'est venu sur la terre avec une manuelle de procédure dans sa poche qui est stupide. Voici la façon de vivre. Tout à fait. Et cette manuelle de procédure-là, personne n'est là. Tout le monde essaye de vivre en fait. Et vu qu'on essaie tous de vivre, bah justement, chacun va faire son expérience de la vie. Et il n'y a pas une seule porte qui va mener à la destination. Parfois, il y a des gens qui vont rentrer dans la porte et c'est la bonne porte directement. D'autres personnes, ils vont devoir ouvrir plusieurs portes pour arriver à la bonne porte. Mais laissez les gens ouvrir leur porte. Parce qu'on n'a personne qui est venu nous montrer que voilà la façon de procéder. Malheureusement. Du coup, on essaye tous. Faut être compassion envers soi-même. Faut être dans l'amour envers soi-même en se disant que oui, je me donne l'autorisation de faire des erreurs, de faire tout ce qu'il faut faire en fait. Je suis sur la terre, oui, mais après, je ne suis pas venue ici, on ne m'a pas enseigné comment vivre en fait. Surtout. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas Dès anodin. lors qu'on est sur terre, c'est parce qu'on a une mission de vie. Exactement, Il faut à la faire. découvrir. Et du coup, en réalisant cela, j'ai justement envie de pouvoir amener ça vers l'autre en fait, surtout en particulier chez la femme parce qu'en Afrique on stigmatise tellement la femme et parfois la femme elle se met dans ce rôle de victime. Ah oui, je dois tout faire pour plaire à mon mari, à ma famille, à mes enfants et on se laisse complètement de côté. Et j'ai envie que ça change en fait. J'ai envie que la femme elle puisse être épanouie parce que quand la femme elle est épanouie, c'est une porte pour toute sa famille d'être épanouie aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va élever des enfants qui sont beaucoup plus joyeux. Elle va donner à sa famille la meilleure d'elle-même en fait. Elle va ouvrir toutes sortes de portes pour que le monde va mieux en fait. Donc, mon pourquoi, c'est vraiment accompagner la femme dans son émancipation, donc sa joie de vivre, à récupérer et à guérir en fait de tous ces maux-là qu'on pourra potentiellement vivre. On va s'arrêter un peu sur ce vécu-là. Alors, je vais te montrer quelques images que tu vas prendre le soin de nous décortiquer, si tu le permets. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, pour cette image, nous étions à l'Aïe. Mon père, il était encore en train de faire des petits travaux par-ci, par-là, histoire de tenir pour la famille. Je me rappelle, un jour, mon père il m'a raconté une histoire qui est assez poignante par rapport à cette photo ici. C'est qu'enfant, il avait tellement pas d'argent que le jour où il est allé sur la route, quémander littéralement de l'argent pour acheter ne serait-ce que les premiers médicaments pour secourir ma maman. En fait. Et durant cette période, c'était tellement difficile pour lui. Et même lui, quand il nous raconte cette histoire-là, c'est tellement poignant. Il a dit, c'est ça en fait, c'est qu'il ne veut pas que ça nous arrive à nous. D'arriver à un point où, quand tu vois ton proche vraiment dans la difficulté, il était seul avec maman à la maison quand maman était en train d'accoucher. Et il n'avait même pas, ne serait-ce que 500 pour acheter les médicaments. Et personne ne voulait l'aider. Il est resté toute la journée, littéralement, maman était en douleur à la maison. Il était resté toute la journée à quémander par-ci, par-là. Et c'est par pur hasard que Dieu l'a envoyé quelqu'un sur la route
lui dire mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que tu passes pas. Il expliquait, le monsieur a dit mais c'est pas possible que ta femme soit viens monte, et puis là du coup il a amené à la pharmacie prendre tous les médicaments, elle a ramené à la maison, et ma maman a accouché, elle a perdu beaucoup de sang, énormément. Mais malgré tout, tout s'est bien passé, Dieu merci, l'enfant est né et tout. Et c'est une histoire quand même qui est une histoire très lourde pour notre famille. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on est là où on est. Voilà. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, exactement. Alors, on va passer à une autre. Celle-ci. Voilà. Ça également, c'était Alaï. Comme on peut voir, c'est mes 2 grands frères et moi, bébé, avec ma maman. Comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'on a vécu une enfance, on va pas dire tout blanc, tout beau, mais on n'a pas senti ça en tant qu'enfant, qu'on vivait la souffrance ou quoi, en fait. Non, du tout. On avait une maison qui est assez joyeuse, on était assez nombreux, dans la maison, et du coup, on passait notre journée à jouer. On mangeait du riz, peut-être du riz au gras, mais bon, ça ne nous dérangeait pas. On passait tout notre temps à s'amuser. Nos parents nous aimaient énormément, donc du coup, ouais, tout était... Il y a différentes manières d'être heureux. Exactement, c'est ça. Il y a différentes manières d'être heureux. Et du coup, oui, quand même, cette photo me rappelle de très belles souvenirs. Oui. J'imagine. Alors, une troisième et dernière. Voilà. Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle est une de mes mentors, on va dire comme ça, virtuelles. Oui. C'est une dame que j'ai connue quand j'ai commencé à faire mon voyage vers l'enfant intérieur et la guérison de mes blessures. J'ai commencé par son livre Les 5 blessures de l'âme. Et après ça, j'ai continué avec Le pouvoir de l'acceptation. J'ai lu énormément de ses bouquins. J'ai peut-être même dit que j'ai peut-être tout lu, à la limite. Et sa philosophie de la vie, cette compassion qu'elle a envers elle-même, la douceur qu'elle t'amène à pouvoir accepter, à pouvoir t'aimer dans toutes tes facettes, que ça soit bien, mal, et même les choses que tu t'es dit que ah non, ça là, personne ne va me pardonner. Sois dans la compassion, en fait. Sois dans la compassion. Nous sommes des êtres humains, en fait. On n'est pas censé maîtriser la vie, il n'y a pas de souci. Qu'importe ce que tu as fait, il y a toujours une porte de sortie. Et sa philosophie, elle a une école de formation, ça s'appelle Écoute ton corps. Et complètement, j'adhère à 100% par rapport à comment elle voit la vie, à comment elle est remplie de compassion pour elle et pour le monde. C'est vraiment un exemple pour moi, et une dame que je souhaiterais vraiment un jour rencontrer si jamais Dieu me donne l'opportunité. Je pense qu'elle m'a fait le même effet. Je l'ai découvert entre 2020 et 2021. Ah, wow. Et j'ai cherché le livre partout. Et j'en profite pour remercier mon manager qui l'a acheté gratuitement, je pense, sur Amazon. Et me l'a offert parce que... Comme toi, hein, j'étais à un moment où il fallait en fait me découvrir, me connaître réellement pour pouvoir suivre la voie qui m'était destinée, qui m'est destinée tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé son livre, Les 5 blessures de l'âme, ce livre te permet de vraiment découvrir les 5 blessures. Exactement. Et te connaître davantage. C'est exactement ça. J'apprécie ça. Parfait. Ah, c'est vraiment magnifique de voir tout ça et de pouvoir parler par rapport à ces images. Absolument. Et Rauda, aujourd'hui, selon toi, c'est quoi la réussite? Alors là, la réussite, c'est vraiment péjoratif, je vais dire comme ça, comme terme. Pourquoi? Parce que tout le monde a sa définition de la réussite. Ce n'est pas les moules que la société nous a dit, va à l'école, l'université, marie-toi, faire un enfant, construire une maison. Ça, c'est vraiment la définition peut-être de la réussite conditionnée, je vais dire ça. Mais la réussite, c'est vraiment toi, quand tu es heureux, quand tu expérimentes la joie de vivre. Parce que quand tu es dans la joie de vivre, en fait, tout est normal dans ta vie, en réalité. Et c'est quand tu pars de... Je vais dire qu'on va transitionner de cette vie-là, et qu'à la fin, tu te dises que j'ai vécu une vie de joie. J'ai donné la meilleure version de moi pour mes proches. J'ai vécu toutes les expériences que je dois vivre. Je suis dans l'acceptation de tout ce que j'ai vécu et que je ne regrette rien. Pour moi, c'est la réussite, en fait. Tu as réussi. Mais après, comme j'ai expliqué, c'est vraiment chacun définit ça comme il définit quoi. Et pour moi, la joie égale la réussite. Et quelles sont finalement les vertus à avoir pour pouvoir vivre une vie sur mesure? Déjà, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup d'acceptation. S'accepter sous toutes les formes, toutes les paramètres possibles. Vraiment, nous sommes des êtres humains. Il faut juste comprendre comment Dieu a pris le soin de pouvoir nous créer. Imagine, on a 2 mains, les pieds, on a un cœur, on a des intestins. Imagine le corps humain. Tu es émerveillé, en fait. Comment le système, ça fonctionne, notre cerveau, le cœur qui pompe le sang.
Parfois, tu es là, c'est hein. une architecture. Ouais. Et tu es là devant ça et tu te dis non, je ne suis pas suffisante. Pourquoi tu dis que tu n'es pas suffisant en fait? Et après, il y a tout un planning qui est là, il y a une famille merveilleuse qui est à tes côtés. Et tout ça, donc vraiment juste réaliser et accepter la vie qu'on vit en fait. C'est la première chose pour vivre une vie sur mesure. La deuxième des choses, il faut vraiment prendre du temps pour soi. Se connaître, réellement se connaître. Parce qu'on se dit qu'on se connaît, mais en réalité, est-ce qu'on se connaît? Vraiment, est-ce qu'on se connaît? Parfois, on se dit qu'on se connaît dans les yeux des autres personnes autour de nous. Ça peut être les yeux de tes parents, voilà, les conditionnements que tu as vécus, les limitations que tu as reçues. C'est tout ça regroupé qui vont finir par te définir. Et toi, tu prends tout ça en t'appropriant pour dire c'est moi, c'est qui je suis. Mais réellement qui tu es. Est-ce que tu as pris la peine de réfléchir à moi en tant que personne, voici qui je suis. Et que cette identité-là, bah justement, c'est moi qui l'ai définie. Ce n'est pas la société qui m'a dit si tu pars pas à l'école, tu n'es personne. C'est pas vrai. Ce n'est pas un mari qui dit si tu ne, je sais pas, tu travailles pas, tu pars pas, tu fais pas la cuisine. Nan, nan. Tout ça, c'est des conditionnements en fait. Absolument. Qui tu es. Si tu sais qui tu es, rien ne va te surprendre. Si une personne est en train de monter et descendre, tu es là juste, tu le regardes, tu te dis, c'est pas moi en fait. Moi, je suis droite dans mes bottes. Exactement. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas déstabilisée. Voilà. Et la dernière des choses, c'est vraiment ne pas hésiter à pouvoir être dans la compassion envers l'autre personne pour vivre une vie sur mesure. C'est dire que chacun de nous est sur Terre pour vivre sa propre expérience. Absolument. Et comme ça t'éloigne même de beaucoup de frustrations, beaucoup de choses qui vont... Tu te dis, il n'y a pas de souci. Quand tu vois quelqu'un en train d'agir d'une certaine manière, dis-toi que il est dans son expérience, il est dans une étape de sa vie peut-être. Et peut-être qu'il passe sur mon chemin, nos expériences se flirtent, mais on n'est pas dans les mêmes mondes, on n'est pas dans les mêmes réalités. Et j'accepte complètement comment il est. Et puis, entièrement en fait. J'ai pas de problème avec toi, il n'y a pas de souci. En fait. Et ça change complètement ton quotidien quand tu penses que chacun de nous est dans son expérience de vie en fait. Peu importe qui croise notre chemin. Peu importe qui croise notre chemin. Absolument. C'est juste temporaire en fait. Et puis... L'interview tire à sa fin. Est-ce que Rauda a un dernier mot? Mon dernier mot va être tout simplement de pouvoir vivre une vie sur mesure. Comme mon livre le dit. Donc, prenez la responsabilité par rapport à votre réalité. Prenez la responsabilité sur votre quotidien. Ne laissez rien ni personne dicter en fait qui vous êtes. Et aussi longtemps que vous croyez au fond de vous que la vie que vous voulez vivre là, elle est possible, elle va se réaliser, elle va se concrétiser. Et moi, je l'ai vécu au travers des yeux de mon papa qui a eu un rêve pour la famille et qui s'est battu par tous les chemins possibles pour pouvoir le réaliser pour nous. Et également dans mon quotidien de tous les jours en me disant que je me réveille, je suis l'architecte de ma propre vie en fait. Je fais, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Donc même si que tu commences à faire des choses et que ça n'avance pas, au moins tu auras la joie dans ton cœur et dans ton esprit en te disant que j'ai essayé de le faire et ça n'a pas marché. Au moins c'est la satisfaction d'avoir essayé. Mais si tu es dans ton coin à subir la vie, justement c'est que tu n'as rien compris de la vie en fait. Parce que c'est une expérience, c'est juste, c'est comme un jeu en fait. Joue pleinement. Et, joue ta partition. Ouais, expérimente. Il y a quelque chose aussi que je voudrais ajouter pour finir sur ça. C'est qu'il ne faut pas juste accueillir, parce que nous, on a tendance à applaudir les expériences positives de la vie. Par exemple, si tu es marié et que tu es heureux, on applaudit. Pendant que même le célibat est une expérience à vivre, en fait. Maintenant, quand tu es dans le célibat, profites-en et vive pleinement le célibat. Quand tu travailles, c'est une expérience que les gens applaudissent. Mais quand tu es un chômeur, profite pleinement de quand tu es chômeur. Parce que c'est une expérience que tu vis dans ta vie. Ne décrédibilise pas certaines expériences au profil des autres. Et surtout que notre société nous pousse à ne pas être seul. Pourtant, la solitude, c'est une bonne chose parfois. À ne pas vivre certains trucs. Non. Accepte chaque chose qui vient à toi comme ça vient à toi. Que ce soit bien, que ce soit mal. Accepte-les. Donne-toi la permission d'expérimenter la vie en profondeur, en fait. Que ça soit propre, que ça soit mal, que ça soit ceci. Accepte de vivre toutes tes émotions-là comme ça vient. Et dans l'acceptation entière, en fait. Donc, voilà mon mot de la fin. Vivre une vie sur mesure dans l'acceptation. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, chère Rauda. Avec beaucoup de plaisir. D'avoir accepté déjà cette invitation et de partager ton parcours.
un peu compliqué, simple. Oui, au milieu, exactement. à la fin. En tout cas, je suis très, très, très fière de toi. Merci. Et je recommande vivement ce livre, Vivre une vie sur mesure, que je n'ai pas encore terminé. Mais tellement tous les chapitres sont intéressants. Exactement, ouais. Donc, je peux aller à la c'est dernière énorme page, aussi, revenir les à la chapitres. première. C'est énorme, c'est énorme. Mais en tout cas, c'est un livre qui peut beaucoup vous servir, vous pouvez en apprendre davantage sur vous et sur comment vivre une vie sur mesure. Donc, c'était un plaisir. Je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines interviews, les prochaines vidéos. Morale, des mots et des sens pour des morales et pour le moral. À bientôt.